comme a dit Anne, j'étais en alternance du coup, enfin je suis toujours en alternance chez 3AR cette année et je suis en master d'économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux. Et mon directeur de master, c'est Monsieur Duverger, qui est également, il se trouve, un ingénieur de recherche donc à Sciences Po Bordeaux, directeur de la chaire d'économie terrestre, territoire de l'économie sociale et solidaire. Notamment donc l'auteur de l'édition La Découverte, l'économie sociale et solidaire. Vous vous intéressez donc à de multiples sujets, toujours en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc par exemple, votre dernier ouvrage, Un autre foot est possible, aborde la question du football coopératif. Pourquoi pas. Mais vous avez aussi pas mal abordé la question de la commande publique dans votre parcours. Donc c'est pour ça que c'était pertinent aussi de vous inviter à cette table ronde pour un peu prendre de la hauteur sur l'économie sociale et solidaire, histoire qu'on parte tous aussi un peu avec les mêmes bases. Donc pourquoi pas, je vais vous demander peut-être de définir un peu l'économie sociale et solidaire en quelques mots pour un peu que tout le monde soit à jour sur ce que c'est. Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci Léonie et merci de l'invitation au réseau 3AR. En deux mots, puisque c'est défini, c'est cadré, y compris, puisque l'achat public, on va y revenir, est très lié à la question juridique. Donc je vais donner une définition juridique déjà de l'ESS, puisque c'est cadré par la loi de 2014, qui d'ailleurs prévoit les achats socialement responsables, en l'occurrence pour le cas de la loi ESS de 2014. Et donc, dans cette loi, il est dit que l'ESS, c'est un mode d'entreprendre et de développement économique. Donc, c'est-à-dire, c'est à la fois des entités économiques, donc des structures qui juridiquement s'inscrivent dans le champ économique et qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc, on va y retrouver les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. Donc, des sociétés privées, mais qui inscrivent dans leur statut des principes relevant de l'ESS. Mais c'est aussi un mode de développement, c'est-à-dire il y a l'idée que ça doit notamment participer au développement économique et en particulier au développement des territoires. Donc ça va rejoindre effectivement notre sujet. Et on pourrait rajouter à cette loi, qui est sans doute incomplète de ce point de vue, que c'est aussi un mode d'engagement sociopolitique. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire rassemble aussi beaucoup de bénévoles, beaucoup de sociétaires, beaucoup d'administrateurs, de gens qui ont des fonctions aussi de bénévolat de gouvernance. Donc c'est aussi un mode d'engagement qu'il faut reconnaître en ce sens. Voilà, donc c'est ça l'économie sociale et solidaire, et ça participe, pour conclure là-dessus, plus largement de la définition d'un modèle de développement qui se veut soutenable, inscrit dans des enjeux sociaux et environnementaux sur les territoires, avec des processus, des modes de coordination économique qui relèvent davantage de la coopération, même si, comme ça a été rappelé là dans les discours introductifs, il peut y avoir des phénomènes de concurrence qui sont amenés aussi d'ailleurs par les institutions publiques et qui peuvent d'ailleurs être amenés par les marchés. Et le fun fact d'ailleurs, c'est que cette loi ESS, c'est aussi elle qui crée les SPASER, donc les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc on voit que dès l'idée de cette loi ESS, il y avait la volonté de déployer l'ESS par les achats. J'ai un petit quiz maintenant à vous proposer. Ah oui, j'ai carrément... Ah si, ça c'était pour la loi. Et donc ça c'est mon quiz. Quelle affirmation selon vous est fausse? La région Nouvelle-Aquitaine figure parmi les régions les plus dynamiques en termes de création d'emplois ESS. Réponse A. Réponse B, l'ESS représente 11,5% de l'emploi total en Nouvelle-Aquitaine. Réponse C, c'est les coopératives qui sont les structures qui emploient le plus de salariés dans les statut de l'ESS. Et réponse D, en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus près de 244 000 salariés qui travaillent dans les structures de l'ESS. À votre avis, qui répond A? Qui répond B? Qui répond C? Ah, mais c'est que des experts, en fait. Effectivement, c'est les associations qui embauchent le plus de salariés. Là, je vous ai mis des petits chiffres. Où est-ce qu'il faut retenir? Donc, c'est plus de 20 000 établissements employeurs en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est la dernière note de conjoncture qui est sortie, qui a été publiée par la CRES, qui rappelle quelques chiffres intéressants. Et 6,7 milliards d'euros de masse salariale brute. Donc, c'est aussi beaucoup d'emplois.
Je passe à la suite. Ah oui, et là, il y a une petite infographie qui montre la répartition des emplois USS. Donc on voit qu'il y a plein de secteurs en fait, qui sont concernés. L'action sociale, évidemment, représente la majorité, mais il y a aussi des activités financières et d'assurance, activités pour la santé humaine, arts et spectacles, enseignement, services divers, sport et loisirs, ce qui m'amène à ma prochaine question. Parce que, en fait, je me remets. Ah oui, non, en fait, c'était pas ça. Mais si je reprends un peu ce qui a été dit en introduction, oui, le budget a réduit pour l'ESS ces dernières années. Donc le budget pour l'ESS est descendu de moins de 25%. Alors, quel enjeu pour les structures de l'ESS de se positionner sur la commande publique, monsieur Duverger? Je sais pas, déjà peut-être juste pour faire le lien avec le quiz, c'était pas prévu, mais voilà. Du coup, en fait, on est en France, donc effectivement, on répond les associations. On aurait traversé les Pyrénées, on aurait répondu les coopératives. Donc il peut y avoir aussi des formules qui sont différentes d'un pays à l'autre, d'un système institutionnel à un autre. Et je pense, à vrai dire, au regard des enjeux de financement de l'ESS aujourd'hui, que très clairement, il va y avoir une pente où effectivement les modèles associatifs tels qu'ils ont été construits en France avec la souplesse de ce statut, avec ces modes de financement notamment liés à la subvention qui est en train en fait plus ou moins de disparaître, parce que c'est quand même ça ce à quoi on est en train d'assister, effectivement vont engager une nécessité de revoir les modèles économiques des structures et sans doute vont doper d'ailleurs les structures les plus dynamiques du point de vue des créations d'entités dans le champ de l'ESS aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est le mouvement des SCOP et des SIC. Donc effectivement, ça fait référence à l'histoire de Limoges qui a été évoquée aussi tout à l'heure, qui était aussi le berceau du syndicalisme avec la naissance de la CGT, mais qui a aussi connu un mouvement coopératif assez important historiquement. Et puis, donc il y a ce mouvement-là, et puis un mouvement qui relève plutôt des fondations d'entreprise et des fonds de dotation avec la dynamique du mécénat. Voilà. Donc ça vous en dit long sur les mutations aussi des modèles économiques de ces structures. Donc effectivement, il va falloir repenser ces modèles. Donc l'enjeu de ce point de vue, évidemment, c'est d'aller chercher de nouvelles ressources du côté des marchés publics. Alors à vrai dire, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les recettes des structures, on s'aperçoit qu'il y a une inversion des courbes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement les marchés publics pèsent plus lourd en réalité que les subventions au niveau agrégé. C'est quand même un élément qu'il faut noter et c'est une tendance effectivement lourde. Et même quand il y a des subventions, à vrai dire, on se rapproche des logiques de marché puisqu'il va y avoir des dynamiques d'appel à projet, voire de quasi-marché. Si je prends le cas du médico-social, typiquement, on est dans des quasi-marchés. Bon. Donc il y a effectivement une pente qui va dans ce sens-là. Ce qui veut dire à partir de là que d'une part, il faut revoir évidemment les modèles économiques des structures, c'est-à-dire se poser la question de la place des recettes marchandes là-dedans pour devenir d'une certaine manière plus autonome vis-à-vis de la puissance publique, mais tout en gardant, et c'est là qu'il y a une tension très forte, les objectifs d'intérêt général qui sont propres à ces structures, et notamment les enjeux qui relèvent de la solvabilisation de la demande ou de l'insertion des publics qui sont éloignés de l'emploi, par exemple. Et c'est ça qui justifiait en fait des financements publics. Donc là, il y a des recompositions en fait qui sont à l'œuvre. Il y a clairement un enjeu, une manne à capter du côté des marchés publics. Si on prend les marchés publics, vous savez, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Si on prend rien que l'achat public local, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose, un peu moins de 50 milliards, ça va être 45 milliards, ça a un peu baissé, je crois, suite au Covid, mais on est dans ces ordres de grandeur. Donc c'est quand même des ressources assez importantes. Donc effectivement, pour l'économie sociale et solidaire, il y a clairement un enjeu de recomposition de ces modèles économiques, de trouver de nouvelles ressources. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée d'alliance d'intérêt général autour notamment du principe de la subvention, mais ça veut dire sans doute qu'il faut revoir les modes de financement, notamment du secteur associatif. Donc il y a un enjeu assez large de ce point de vue. Et puis il y a un enjeu effectivement de développer de l'activité grâce en particulier au marché public, parce que les collectivités, pour conclure là-dessus, elles-mêmes qui sont en difficulté, parce qu'elles ne le font pas de gaieté de cœur, quand elles baissent évidemment les moyens alloués à l'ESS, c'est qu'en fait, elles répercutent des décisions évidemment qui s'appliquent à elles-mêmes, qui sont des décisions qui sont prises par l'État là dans un cadre où on est dans un budget d'austérité. Donc évidemment, les collectivités ont moins de marge de manœuvre, mais elles en ont encore. Et les achats publics en sont clairement un des éléments, à mon avis, clés. Voilà. Et en fait, là, la question serait dans quel segment d'achat les structures de l'ESS sont capables de répondre. On a vu qu'il y a des opportunités qui se créent, notamment avec la loi AGEC qui favorise les matériaux de réemploi. Et il y a déjà beaucoup de structures de l'ESS qui sont positionnées justement sur le réemploi. Est-ce qu'il y a d'autres segments d'achat sur lesquels les acheteurs publics peuvent s'orienter vers des structures de l'ESS ?
Après, ça va dépendre. Alors, il y a peut-être une première remarque. Effectivement, on parle beaucoup du réemploi, y compris parce que il est très en concurrence. C'est un secteur qui est très en concurrence actuellement. On le voit aussi entre les débats, par exemple, entre Vinted et Label Emmaüs dans le domaine du textile. On le voit. L'exemple a été cité sur le cas de Envie qui s'est fait avoir là par l'éco-organisme Écosystème, effectivement, où ils ont perdu 1000 emplois. Bon, voilà, une paille. Donc, on a effectivement un sujet là autour du réemploi qui est assez fort, et ce alors même que les acteurs sont en train de se structurer. Au niveau national, il y a des réseaux notamment qui essayent d'organiser un peu une sorte de filière du réemploi solidaire, effectivement, parce qu'on voit bien, il y a d'ailleurs, là encore, je lisais encore un article ce matin sur ces sujets-là dans Socialterre, où vous voyez que tous les acteurs type Vinted, effectivement, qui participent soi-disant du réemploi, sont en fait des alliés de la fast fashion, dans le cas de Vinted. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur des modes de production qui ne sont absolument pas durables parce qu'ils n'encouragent pas la sobriété, en fait. Donc ils encouragent, au fond, ils accompagnent, ils aménagent et ils accompagnent la fast fashion. Donc c'est pas du tout des contre-modèles de ce point de vue. Donc si on veut parvenir aux objectifs écologiques, en réalité, il faut le lier à la question sociale, effectivement, et développer le réemploi solidaire. Donc ça, c'est une des premières filières, évidemment, à laquelle on peut penser. Et c'est intéressant parce que c'est une filière qui a été défrichée par l'ESS. Historiquement, c'est Emmaüs, notamment, qui, dès les années 50, a développé, évidemment, ce champ-là. Ça s'est largement développé depuis. Et puis maintenant que c'est devenu intéressant, on voit des acteurs privés, des gros acteurs, évidemment, se positionner là-dessus. Donc voilà, là, il y a un enjeu, effectivement, aussi d'alliance au niveau local qui va être assez important. On voit également, alors il y a bien d'autres secteurs, je pense notamment dans le secteur de la construction, les déchets, par exemple, dans le domaine de la construction, si on parle toujours du secteur des déchets, on peut penser aussi à la cyclo-logistique, par exemple. Bon, il y a plein de filières, en fait, qu'il s'agirait de créer. Mais l'enjeu, c'est justement de concevoir l'achat public comme un outil de développement économique. Donc ça, évidemment, c'est un point essentiel, et on voit qu'il y a des territoires qui en ont fait vraiment des leviers de revitalisation très forts. Aux États-Unis, dans la Rust Belt, est né ce qu'on appelle le Community Wealth Building. Donc, dans la Rust Belt, c'est évidemment les territoires qui ont subi un déclin industriel très fort, qui par ailleurs ont été ravagés par les milieux financiers, en l'occurrence, qui avaient spéculé sur l'immobilier et le foncier. Et finalement, ces territoires se redressent notamment en utilisant la commande publique pour financer du développement économique. Et ils encouragent la structuration de filières, notamment de filières coopératives. C'est-à-dire que ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire c'est vraiment de connecter les deux. C'est-à-dire de se dire, OK, voilà, quels sont mes marchés, effectivement, et qui peut y répondre. Et si quelqu'un ne peut pas y répondre, peut-être se demander de comment on peut susciter la création d'une filière, susciter effectivement les coopérations d'acteurs. C'est ce qui a été évoqué avec le Praser, notamment tout à l'heure, pour le cas néo-aquitain. On peut penser au cas de Preston en Grande-Bretagne, qui était concerné par ce cas-là. Ils ont mis autour de la table les institutions, donc publiques, la municipalité, l'hôpital, l'université, les institutions éducatives et de santé, souvent qui sont associées à cela. Et ils se sont dit, voilà, comment on redirige, comment on relocalise notre commande publique, parce que pour éviter que l'argent ne s'échappe du territoire. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il y a derrière, c'est qu'il y a des effets évidemment dynamisants. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait 3, en fait. Ça ne fait pas 2 dans ce cas-là. Et c'est ça qui est important, c'est cet effet multiplicateur qui est permis par une relocalisation de la dépense publique. Voilà. Donc il y a des enjeux, me semble-t-il, de ce type. Après, des secteurs, effectivement, qui émergent, il y en a beaucoup. Donc il y a un enjeu, effectivement, peut-être de co-construire précisément les plans d'action de ce point de vue pour essayer d'identifier les secteurs qui ont le plus de potentiel, qui permettent de répondre à la commande publique et qui permettent de structurer des filières économiques pour créer de l'emploi. Pour conclure là-dessus, dans le cas de Preston, en seulement 4-5 ans, ils ont divisé le chômage par 2. Voilà. Donc c'est quand même des effets assez conséquents, vous voyez, sur un territoire. D'accord, merci. Et si on revient sur la France, quels leviers juridiques peuvent mobiliser les acheteurs pour favoriser en fait, les structures de l'ESS concrètement ? Alors les leviers, déjà, ils existent. Je citais le cas de Preston. Ce cas-là, donc, c'est au Royaume-Uni. Ça a été fait avant le Brexit. Alors au début, l'Union européenne, évidemment, regardait ça en chien de faïence. Donc ils se disaient, mais c'est qui ces fous furieux ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train, par ailleurs, de tordre là le droit de la concurrence, le droit des marchés ? Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Bon, évidemment, ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé les outils qui étaient à leur disposition et dont nous disposons également en réalité. Bon, il n'empêche que c'est vrai qu'il y a un cadre qui reste assez contraint. D'ailleurs, on était à Paris là, vendredi, il y avait un gros événement au CESE et le commissaire européen en charge de ces
sujets-là, séjourné, expliquait que justement, il était temps de peut-être revoir un petit peu les marchés, le droit qui concerne les marchés publics, pour faire en sorte qu'il y ait une préférence communautaire, donc au niveau européen, qu'il y ait davantage de critères sociaux et environnementaux. Bon, donc il y a une tendance, je pense, au niveau européen, par ailleurs, puisque c'est quand même, on est dans ce cadre institutionnel-là qui est en train d'émerger. Malgré ça, il y a déjà des outils, bien sûr. Alors, il y a toute la dynamique des marchés réservés qui peuvent exister. Alors, il y a des marchés réservés. Alors, ça a été accusé d'ailleurs parfois de favoriser des formes de mise en concurrence, mais c'était les marchés réservés pour l'insertion ou pour les secteurs adaptés et protégés dans le champ du handicap. C'est les marchés réservés à l'ESS, mais qui sont très contraints, très peu développés, parce que ce sont des services, donc ce sont des petits marchés, et puis très souvent associés à des fonctions qui relèvent de la santé, du social ou de la culture. Voilà, donc il y a ce type de choses qui existent. Il y a les clauses, évidemment, qui sont bien connues. Voilà, il y a aussi les marchés innovants. Ça, c'est plus nouveau, puisque ça permet effectivement, au nom de l'innovation sociale, de faciliter, d'assouplir les marchés en dessous de 200 000 euros. Et puis, il y a bien sûr le gré à gré, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 40 000 euros. Parce que là aussi, parfois, on est j'ai envie de dire, plus strict que la loi, quoi. Quelque part, je trouve, là-dessus, il y a des points de souplesse aussi à trouver. C'est-à-dire, c'est concevoir, finalement, le problème, c'est que les marchés publics sont souvent considérés du point de vue du risque juridique. Et ça, c'est un sujet, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le risque juridique, si vous voulez, ça doit être bien sûr traité, mais les marchés, ça doit être en réalité un moyen de développement économique. C'est-à-dire qu'il faut faire changer de référentiel d'action publique les marchés publics. Il faut les sortir de la sphère de la sécurisation juridique pour les faire rentrer dans la sphère du développement économique. Voilà. Ça, je pense que là, il y a une bascule très importante. Et se dire qu'en fait, le droit n'est pas là pour être l'empêcheur de tourner en rond, ce qu'il est bien trop souvent, à vrai dire, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas. Voilà. Et donc, par sécurité, on se dit, on va dire non. Voilà, eh bien, il faut se dire que peut-être que le roi doit au contraire permettre le développement économique. Et je pense que ça, c'est aussi un changement de posture, c'est aussi un changement d'appréhension du métier qui me semble assez clé. Donc c'est, pour conclure par rapport à votre question, c'est évidemment, il y a des outils, mais en réalité, ça renvoie surtout à des pratiques. Voilà. Et donc là, on parle des leviers plus juridiques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des leviers plus organisationnels, structurels, qui s'offrent aux acheteurs publics pour acheter chez les structures de l'ESS? On a parlé du parcours Praser, par exemple, qui est une mise en réseau d'acteurs. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent être évoquées? Moi, alors, sur ces sujets-là, l'une des difficultés, c'est le fait que c'est le pilotage. C'est-à-dire, il y a déjà une question de culture professionnelle, donc ce que j'ai évoqué sur cette bascule finalement du droit à l'économie, d'une certaine façon, ou du juridique au développement économique. Et il y a un enjeu aussi de pilotage à deux niveaux, je dirais. D'une part, c'est souvent très décentralisé. Alors, il existe parfois des structures qui sont plus centralisées du point de vue des marchés, mais très souvent, c'est chaque sous-service qui fait en fait ses propres marchés. Donc, il y a un sujet de pilotage, très clairement, et donc il y a un sujet de formation derrière qui me semble assez clé, c'est-à-dire former les acheteurs. Il y a un sujet d'interconnaissance, toute la question du sourcing qui est un élément clé, c'est-à-dire si je ne connais pas finalement les fournisseurs, ça va être compliqué d'écrire le marché pour qu'ils le gagnent, quoi. Voilà, parce que ça c'est légal, mais encore faut-il faire le sourcing effectivement avant. Donc ça c'est un point assez clé. Donc il y a vraiment des dynamiques de formation, d'interconnaissance, voilà, donc un changement de culture aussi professionnelle, etc. Donc tous ces éléments-là qui me semblent assez clés. Donc c'est toute une logique qui relève en fait de l'accompagnement des pratiques. Ça c'est un élément clé. Et puis il y a un deuxième volet, me semble-t-il, c'est que très souvent ces enjeux-là sont vus comme c'est technique. C'est technique, donc finalement, bon, le politique peut être aussi exclu, ou ne pas se saisir, ou être exclu, ou s'auto-exclure. Il peut y avoir plein de configurations différentes, mais en tout cas, il peut être sorti, si vous voulez, du champ de la décision. Voilà. Pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, d'ailleurs, il peut y avoir de bonnes raisons, voilà, mais il peut y en avoir souvent des mauvaises aussi. Et je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de politisation, mais au sens positif du terme. Ce n'est pas de politisation au sens de on va donner les marchés aux copains, je vous rassure immédiatement, mais de politisation au sens de publicisation, c'est-à-dire se dire, à un moment donné, est-ce que le marché public ne relève pas d'une décision démocratique ?
Ce n'est pas juste une affaire technique. Quand on parle, vous voyez, si je prends le seul cas des marchés publics locaux, de l'achat public local, 45 milliards d'euros, on ne peut pas considérer que c'est technique, quoi. Donc là, 200 millions, j'entendais pour le département de la Gironde tout à l'heure, ce que disait Arnaud Arfeuil, ce n'est pas technique. Donc là, il y a un enjeu, effectivement, de gouvernance, en fait, des institutions, et de se dire comment on met en débat, finalement, les grandes orientations. Donc ça renvoie au schéma. Ça renvoie aux objectifs de ces schémas, parce que les premiers schémas, il y avait des beaux schémas, mais pas beaucoup d'objectifs. Alors là, ça évolue, c'est bien. Et puis, ça renvoie aussi à la pratique. Vraiment, encore une fois, il faut regarder. Et ça veut dire aussi que la décision politique, c'est pas juste je valide en commission d'appel d'offres à la fin. Ça veut dire que je travaille les marchés dès l'amont. Ça veut dire que je donne mes orientations, je donne mes préférences. Donc ça suppose vraiment d'avoir des diagnostics territoriaux très fins, d'avoir une vraie co-construction aussi, finalement, de l'approche des marchés publics. Voilà, je pense que ça, c'est pour donner quelques pistes, il me semble que ce sont des éléments assez clés. Et je vous remercie pour tous ces éléments. Alors, j'espère que ça vous aura bien informé. Si vous êtes là, si vous êtes également coprésident président du comité scientifique du GCEF. Le GCEF, c'est, donc, comme ça a été évoqué dans la matinée, le Forum international de l'économie sociale et solidaire qui se déroulera en novembre à Bordeaux. Oui. Fin octobre, oui j'ai dit novembre, oui, en fin octobre. Et 3AR, dans ce cadre, participe à un groupe de travail sur les marchés publics et l'économie sociale et solidaire, voilà, avec notamment le REMSES, qui est donc une association des maires du Cameroun, la CRES et d'autres partenaires. Et dans ce cadre-là, donc il y a un livrable qui est en préparation. Donc Aude, qui est coordinatrice du GCEF, en parlera donc à la fin de cette journée. Donc l'idée, c'était de vous montrer quelques. Oui, j'ai le temps. Oui. Bon. Vite fait, oui. Rapidement, quelques éléments qui ont été, quelques recherches qui ont été faites dans la préparation de ce livrable, avec notamment l'exemple de Preston qui a été évoqué tout à l'heure, qui est justement un modèle assez caricatural où la commande publique a vraiment été utilisée pour favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire, comme vous avez dit, un taux de chômage qui a été réduit par 2, et avec vraiment cette idée de community wealth building. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, il y aura un livrable qui est en préparation. Et pour montrer aussi que la dynamique d'achat responsable, socialement responsable, c'est une dynamique internationale, il y a 2 initiatives assez intéressantes qui ont eu lieu donc, au Québec, l'économie sociale j'achète, où il y a eu tout un plein de formations d'achat plein de formations d'acheteurs sur la commande publique responsable qui ont eu lieu et qui ont permis de faire des livrables. Et la même chose s'est déroulée en fait au sein de l'Union européenne avec l'initiative We Buy Social EU, qui est également représentative de la dynamique des achats responsables au sein de l'Union européenne. Et il y a aussi plein de livrables accessibles et il y a celui du GCEF aussi en préparation.